Afrique Média, le monde, c'est nous. Le torchon brûle aux États-Unis et la Chine au sujet du Taïwan. La tension est devenue plus que vive au lendemain de la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis à Taïwan le 2 août dernier, malgré les avertissements et les menaces de la Chine. Et réponse du berger à la bergère, l'armée chinoise a conduit les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan, d'une réponse musclée à la suite de cette visite de la chef des députés américains sur l'île. À noter que ces vastes manœuvres militaires chinoises ont été lancées dans 6 zones autour de Taïwan et notamment au niveau des routes commerciales très fréquentées. Ces exercices se poursuivront jusqu'à ce dimanche 7 août 2022 à midi heure locale. Selon des précisions de nos confrères de la télévision chinoise, on en parle ce matin. Mesdames, Messieurs, comment comprendre ces manœuvres chinoises à Taïwan? Doit-on craindre la répétition d'un potentiel blocus aux répercussions mondiales? Selon certains analystes, les manœuvres militaires menées par la Chine autour de Taïwan, les plus importantes de son histoire, je l'ai dit tout à l'heure, sont destinées à simuler un blocus de Taïwan et incluent des tirs d'artillerie à munitions réelles et de longue portée, ainsi que des missiles devant survoler l'île pour la première fois selon plusieurs médias d'État. Que comprendre par là? Par ces manœuvres, la Chine chercherait-elle à montrer sa capacité à isoler l'île, mais aussi à bloquer les routes maritimes essentielles pour le commerce mondial? On en parle dans cette édition de Géopolitique internationale, analyse et explication avec nos experts. Et puis dans le second sujet, je vous propose d'analyser avec nous, chers invités, les enjeux géoéconomiques, géopolitiques et géostratégiques autour desquels gravite l'offensive actuelle du monde en Afrique. Comment percevoir la bataille des puissances étrangères sur le continent depuis le début de ce 21e siècle? Que dis-je, la rude compétition de puissances, particulièrement dans une Afrique centrale au cœur des convoitises de grandes puissances occidentales émergentes. Or, on en parle ce midi dans cette édition d'Appel sur le continent, cette édition de Géopolitique internationale. Pardon, mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Géopolitique internationale sur la télévision panafricaine. Vous le savez, la tension a monté d'un cran entre les États-Unis et la Chine autour, bien sûr, de Taïwan, au lendemain de la visite de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi donc, à Taïwan. Et pour cause donc son arrivée sur l'île, la présidente de la Chambre des représentants s'est finalement rendue à Taïwan malgré, il faut le dire, les avertissements et les différentes menaces de Pékin qui considère, ou du moins qui a considéré cette visite comme une grave provocation, risquant bien sûr d'enflammer les relations sino-américaines déjà très tendues. Et bien, dans cette édition, on reviendra bien évidemment sur la jeunesse même de ces tensions. Qu'est-ce qui, selon vous, a provoqué l'ire du dragon chinois? On en parle dans cette édition des géopolitiques internationales et surtout dans cette première partie avec nos invités que je vais de ce pas vous présenter. Ils sont avec nous, ils sont 4 ce midi avec nous. Luc Michel qu'on n'a plus besoin de présenter. Daria Platonova qu'on aura le plaisir de retrouver tout à l'heure, Gamal Abina et aussi Fabrice Beyor que nous avons le plaisir de retrouver. Voilà, nos 4 invités sont installés. Chers invités, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous commencerons bien sûr avec ce premier sujet relatif aux tensions
on ne peut plus vivre entre la Chine et les États-Unis au sujet de l'île de Taïwan. Alors, je vais commencer avec vous très rapidement. Gamal Abina, la Chine a intensifié ses représailles après la visite de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi. Alors, que pensez-vous réellement, Gamal, de cette visite qui, selon vous, ou alors, selon les experts, a mis la Chine en colère? Pourquoi, selon vous, les deux pays en sont arrivés à ce point, Gamal Abina? Bonjour pour commencer, puis bonjour à tous les panélistes. Donc, simplement pour répondre à votre question, pourquoi la Chine est en colère? C'est simplement parce que la provocation américaine est évidente. Il y a une intention de cette administration Biden, qui est une administration très va-t-en-guerre, d'en découdre avec la Chine. Alors, au départ, sur les questions économiques, évidemment, on l'a bien compris, mais Biden est beaucoup plus offensif que ne l'était Trump, qui était déjà très vent debout contre la Chine pour des raisons, encore une fois, économiques. Alors, pourquoi est-ce que ça les énerve? Parce qu'effectivement, à nouveau, c'est le démocrate qui envoie quelqu'un dans la région. Nancy Pelosi, 82 ans, envoyé par un homme, 79 ans, Joe Biden. Donc ces gens-là sont des gens extrêmement dangereux dans la mesure où ils n'ont pas d'avenir. Ce sont des personnes très âgées et qui ne voient pas le monde à l'aune de l'avenir, mais du passé. Et ce qui se passe, c'est qu'en 97, déjà, il y avait eu un envoi d'un responsable de la Chambre des représentants. Alors, dans l'architecture américaine, la responsable de la Chambre des représentants, c'est la troisième en termes de pouvoir diplomatique et politique dans la hiérarchie américaine. Donc, ça dit vraiment que le geste n'est pas anodin. Elle est partie alors que beaucoup de gens s'y étaient opposés, à commencer par les Chinois, bien évidemment, et elle est partie dans une situation où déjà il y a une crise entre la Russie et la Chine, la Russie, excuse-moi, et les États-Unis par rapport à la question ukrainienne, et que cette crise a été amplifiée par le rapport de force entre les Américains qui ont ordonné quasiment aux Chinois de se ranger du bon côté de l'histoire. C'est le terme utilisé par eux. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon côté de l'histoire? Eh bien, c'est la condamnation de la Russie par la Chine, la rupture des relations économiques entre la Russie et la Chine. C'est ça que les Américains attendaient des Chinois. Il va de soi que non seulement ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais que, pire encore, les Chinois, pour la première fois depuis très longtemps dans leur histoire, puisqu'il y avait toujours une concurrence entre la Chine et la Russie, les Chinois se sont rapprochés de la Chine. Et donc, la raison pour laquelle les États-Unis commencent à provoquer, c'est une provocation évidente, inutile et parfaitement dangereuse, la Chine sur la région, donc la Chine continentale sur l'île de Taïwan qui appartenait historiquement à la Chine, il ne faut pas l'oublier, qui n'était pas un problème tant que c'était Chiang Kai-shek qui était au pouvoir. Et bien la raison pour laquelle les Chinois le prennent très mal, c'est qu'ils se rendent bien compte que les Américains, qui jouent toujours double jeu sur cette relation entre la Chine et puis Taïwan, donnent le sentiment aujourd'hui, avec cette visite d'État, de consacrer une forme d'indépendance de l'île qui est revendiquée depuis toujours par la Chine, comme l'avait été Hong Kong rétrocédé en 99. Donc aujourd'hui, la question géopolitique ne dépasse la question taïwanaise, puisqu'évidemment, la question qui se pose, c'est le rapport entre la Chine, la Russie, les États-Unis. C'est un triangle qui est en train de se former, avec deux axes qui sont constitués, donc l'axe de l'Est, et les Chinois, évidemment, n'ont pas reculé sur ces questions de principe, veulent récupérer leur souveraineté sur Taïwan, qui leur appartient historiquement, et qui a été séparée de la Chine en 1949 à la suite de la fuite du Kuomintang, dirigée par Chiang Kai-shek, qui était plutôt pro-occidental. Voilà pourquoi aujourd'hui les Chinois prennent très mal ce rapport entre les États-Unis qui viennent envoyer la numéro 3 de l'administration américaine sur un territoire qu'ils revendiquent depuis toujours. Vous restez avec nous, Gamal Abina. Alors, indépendamment de ces tensions sino-américaines, je veux dire, de ces relations qu'on connaît déjà très tendues entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que vous êtes revenu tout à l'heure sur Nancy Pelosi, sur son âge également d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part une histoire un tout petit peu tumultueuse entre cette dame-là, entre cette démocrate américaine et la Chine, selon vous? Alors déjà, il faut commencer par le débat. Dès le départ du schéma de pensée, les démocrates ne sont pas de gauche. On a tendance à penser que c'est l'aile gauche de ce système bipartite américain. Les démocrates n'ont jamais été de gauche, ne seront jamais. La seule fois où il y a eu une dimension un petit peu humaniste des démocrates, c'est sous Carter. Et preuve en est, il n'a pas attaqué l'Iran quand il y a eu la révolution islamique. Mais les démocrates sont des gens plutôt centre ou centre droit, très proches finalement, dans certains abords, des idées républicaines par rapport à la guerre et l'exportation de la guerre. Pour prendre l'exemple très concret, Nancy Pelosi, par exemple, avait refusé la guerre d'Irak. Mais quand il y a eu le surge, donc la réaffirmation du renfort des moyens militaires pour massacrer les populations irakiennes du centre de l'Irak, en Fallujah particulièrement, et bien à ce moment-là, Nancy Pelosi a signé les contrats, elle a signé le fait d'augmenter le budget militaire pour faire la guerre. Donc c'est une femme qui n'est pas du tout un enfant de cœur, qui est quelqu'un de très battant en guerre,
comme d'ailleurs son Biden, hein, qui, pareil, avait signé la guerre d'Irak en 2003, pas oublier. Donc ces gens-là sont dangereux dans la mesure où ils se présentent sous un faciès de libéraux, de gens plus ou moins de gauche, qui auraient une dimension humaniste, alors qu'en vérité, ce sont de grands battants en guerre. Alors j'ai presque envie de dire que la gauche est traditionnelle en matière de position coloniale et néocoloniale, mais là, c'est plus grave. Parce qu'on est face à une Chine surpuissante, première puissance économique, même si on dit encore qu'il y a la deuxième puissance, c'est pas vrai. C'est la première puissance économique, avec une Russie qui a été repoussée dans ses retranchements et avec une alliance chino-sinoise qui n'existait pas. Rappelons-nous quand même que la Chine et la Russie étaient en concurrence. Et Pelosi, quand elle commence à provoquer, alors je rappelle son âge, c'est important parce que c'est une dame de la vieille politique américaine dont les fondamentaux idéologiques vont beaucoup plus loin que la simple administration qu'on nous a consacrée aujourd'hui. Donc cette femme comme Biden sont des gens qui ont déjà participé à 3 reprises à des guerres dans le Moyen-Orient. Je parle de la première guerre d'Irak, Iran-Irak, je parle de la seconde en 91, je parle de la troisième en 2003. Ils ont toujours été à la manœuvre. Donc ces gens-là, effectivement, une idéologie très guerrière, très expansionniste, très America First, mais en pire. Et surtout, c'est des personnes qui n'ont absolument pas la notion du bien-être de l'humanité. C'est-à-dire qu'on va provoquer des Chinois chez eux, car rappelons tout de même, hein, faut quand même le rappeler, que la Chine est chez elle à Taïwan, et que ce n'est pas parce que le Kuomintang, tenu par Chiang Kai-shek, qui était donc un ultranationaliste de droite quasiment, on peut le dire, qui a fui la Chine continentale et a occupé cette île illégalement, c'est pas parce que cet homme était aux commandes qu'on peut accepter la séparation de la Chine continentale de ce territoire qui historiquement lui a toujours appartenu. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça rappelle par certains abords ce qui se passe entre les régions est de l'Ukraine et la Russie. Il y a toujours une accointance, mais c'est pire encore, c'est que vraiment là, on est dans une provocation inutile qui aurait pu conduire, puisque il y a des forces chinoises qui sont déployées dans la région, 27 avions qui ont survolé Taipei. Ça aurait pu conduire à une conflagration générale dans la région, puisque les Américains sont très présents avec leurs alliés, japonais évidemment, et sud-coréens. Merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour cette analyse. Je me retourne à présent vers vous, Daria Platonova. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes observatrice politique du mouvement eurasiste international. Alors, la Chine a dénoncé, à la suite, au lendemain de cette visite de Nancy Pelosi, l'attitude extrêmement, et là je cite, extrêmement dangereuse des États-Unis. Elle a d'ailleurs annoncé des actions militaires ciblées en réponse à cette visite-là, du moins dans la foulée. Pékin considère, nous le savons tous, l'île comme une partie de son territoire à réunifier par la force si nécessaire, selon certains analystes. Alors, des avions de chasse chinois Su-35 ont d'ailleurs traversé le détroit de Taïwan. Est-ce que selon vous, Daria Platonova, sur le plan géopolitique, en dehors de ces manœuvres militaires qui ont été menées par la Chine, on a des raisons de redouter ou de craindre d'autres actions encore plus rudes de la part de la Chine? Je suis sûre que en fait c'est que le début parce que la Chine acte selon les stratégies militaires de Sun Tzu. C'est un stratégiste militaire qui a écrit l'ouvrage L'art de guerre, euh, l'art de la guerre. Donc l'objectif de la guerre c'est pas de donner la réponse directe pour les provocations directes. Et donc je suis sûre que la Chine va modifier ses relations économiques aussi avec l'Occident, avec les États-Unis. Et donc le coût de la Chine est à venir. Donc, cette opération militaire qui a commencé, c'est juste que le début. Et je crois que géopolitiquement, c'est très important ce qui s'est passé parce que la provocation de cette bloc libéral, on peut vraiment dire que c'est pas du tout des représentants de démocratie ou plutôt c'est pas du tout les représentants de la gauche, c'est les vrais libéraux avec la manière totalitariste qui actent au Moyen-Orient, qui actent en Afrique, qui acte maintenant en Taïwan. Et donc, Pelosi, c'est une vieille provocatrice qui a la réputation d'une critique de la longue date du Parti communiste chinois. Par exemple, elle a déjà exprimé son soutien aux manifestations de Hong Kong. Elle a rencontré les dissidents chinois et le Dalai Lama, qui est un chef religieux tibétain qui a hérité les autorités chinoises. Et en fait, je voudrais bien aussi de rappeler que en 1991, Madame Pelosi a déployé sur la place Tiananmen à Pékin. Et donc, elle était avec un poster où il avait un signal, il avait le motto, le slogan à ceux qui sont morts pour la démocratie. Donc, c'était un commémoration de événements à cette place. Et donc, je suis sûre que maintenant, la Chine n'a pas encore fait une réponse officielle. Tout ce qu'on a vu, c'est
les appels aux ambassadeurs des États-Unis en Chine, c'est que les petites premières pas. Et je suis sûre que c'était une grande faute de la part de l'agonie globaliste parce que cette visite de Taïwan, une provocation de très haut niveau, c'était fait pour montrer le pouvoir du globalisme. Mais ce que nous allons voir, c'est que la Chine et la Russie aussi, et aussi les autres pays, sont libérés de cette hégémonie américaine. Et donc, Nancy Pelosi pensait que c'était une victoire. Et donc, la presse, les médias globalistes américains, ils se voient cette situation comme une victoire totale de Pelosi, qui est vraiment entré le, la plateforme de la Chine, en fait, le territoire de la Chine, parce que officiellement, la Taïwan, c'est considéré comme une partie de la Chine, territorialement. Donc, elle a vu ça, et la presse a vu ça comme une victoire, mais c'est le fond de globalisme, et donc je peux dire que nous allons voir aussi la réaction de la Chine qui aura place très bientôt. Si on parle géographiquement, on peut dire qu'il y a des îles entre Taïwan et entre la Chine sur lesquelles la Chine voudrait bien installer le contrôle le plus fort possible. Donc, cette zone, il faut absolument maintenant regarder et analyser ce qui se passe autour d'eux parce que maintenant, il y a cette comment dire, l'étude militaire. Et donc, il faut absolument regarder cette zone parce que la Chine va installer le contrôle. Et quand on pense et analyse les stratégies de la Chine, il faut absolument comprendre la logique de Sun Tzu, la logique de l'art de la guerre. Donc, c'est la théorie de l'approche indirecte. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas la réponse ouverte qui sera très vite. Ça sera la réponse très sage au long temps. Et donc, je crois que la visite de Pelosi, c'était la faute totale pour le globalisme, parce que c'est aussi, comme on a entendu aujourd'hui aussi par M. Gamal Lebina, aussi c'est rapprocher la Chine vers la Russie. Et donc, ça a créé un bloc très fort dans le monde multipolaire. Donc, c'est mon vision de la situation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Daria Platonova. Merci pour cette première analyse. Alors, Fabrice Beyor, bienvenue à vous. La Chine s'apprête à boucler ce dimanche ses plus grandes manœuvres militaires jamais menées autour de Taïwan. En tout cas, il faut le préciser. Ces dernières heures, elle a mené, nous le savons, des exercices pratiques conjoints en mer et dans l'espace aérien, entourant l'île de Taïwan comme prévu d'ailleurs. Alors, au regard de tout ceci, Fabrice Beyor, est-ce qu'il est possible de penser que tous ces exercices-là visent, pourquoi pas, à tester la puissance conjointe, je dirais la puissance de feu, la puissance de feu conjointe sur le terrain et les capacités de frappes aériennes de longue portée de la Chine? D'un point de vue militaire, la Chine n'a pas les moyens encore dans le même discours occidental, n'a pas encore les moyens militaires de l'invasion de Taïwan, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont, depuis plusieurs années, évidemment, une modernisation de leur armée, en particulier de leur flotte, qui, effectivement, dans 5-10 ans, sera du niveau pour affronter la flotte américaine. Ceci étant dit, ce n'est pas l'objectif militaire de la Chine d'envahir Taïwan. Entre parenthèses, ce ne serait pas envahir, mais ce serait la réintégrer au sein de la mère patrie chinoise. Oui. Ça a été dit, c'est un fait historique, et reconnu par la dite, comme ils disent souvent, communauté de semi-conducteurs. Donc c'est valable dans tout le domaine. Si la Chine ne contrôle pas Taïwan, elle peut, ne l'a pas intégré dans son territoire, elle peut le contrôler, et ses manœuvres militaires démontrent que sans aboutir à une confrontation directe, la Chine, elle aussi, peut imposer un blocus comme le font en général les États-Unis. Je rajouterais pour terminer sur Pelosi, effectivement, pour continuer dans ce qu'a indiqué Gamal Abina, c'est qu'elle fait partie d'une ancienne génération. Elle a fait un peu un geste, comme on dit, moral. Vous savez, aujourd'hui, la politique occidentale nous parle de morale au lieu de parler effectivement des droits effectifs. C'est un peu comme les bombes atomiques ou les interventions militaires un peu partout dans le monde. Ils viennent au nom des droits, c'est-à-dire qu'ils viennent imposer la dite démocratie avec les fameuses bombes, les bombes qui tuent, mais pour votre bien. Pelosi, elle est un peu dans cette situation. Elle sait qu'elle ne sera pas réélue la prochaine fois, qu'elle vit son dernier moment de sa carrière politique, et elle veut marquer d'une manière égoïste
on va dire, sa position. Mais même sa position, en fait, déstabilise la position du gouvernement américain, qui évidemment est en confrontation avec la Chine, mais d'une manière plus subtile. Et là, évidemment, ça révèle un peu l'hypocrisie de l'administration américaine et ça les gêne beaucoup, ce qui prouve qu'une bonne partie, vous savez, avec ce qui se passe en ce moment, les sanctions contre la Russie démontrent que ces élites américaines et ces élites que j'appelle en Europe du parti américain, en fait, sont tellement déconnectés des réalités du terrain qu'ils arrivent eux-mêmes à se créer des problèmes et à mettre en position de force les pays contre lesquels ils se combattent. Et vraiment, la conclusion, la Chine aujourd'hui, avec ce déplacement de Pelosi, a démontré qu'elle était sage, elle a démontré aussi qu'elle pouvait agir autrement, et elle a démontré, comme je l'ai précisé, qu'il y a plus de 160 pays dans le monde, donc la majorité des pays représentés à l'Assemblée générale de l'ONU, qui reconnaissent le principe d'une seule Chine. Dans le cas précis, Mme Pelosi fait partie du vieux monde, avec ce vieux logiciel de la guerre froide, et n'a toujours pas compris que les rapports de force avaient changé depuis 2014 avec le pas de trop des États-Unis en Ukraine, et en particulier depuis le 24 février 2022, où la Russie a mis un stop au monde d'hier. Le monde de demain, il est en train de se construire, mais il ne va pas se construire avec les mêmes principes donc, du bloc occidental et l'impérialisme américain qui domine ce bloc occidental. Ils n'ont toujours pas compris, mais Mme Pelosi est une vieille politique, mais rappelons-nous quand même que c'est tout de même cet état d'esprit, qu'on soit républicain ou démocrate, qui prévaut. Il y a un accord bipartisan sur la Chine, et ce n'est qu'un accroc, mais l'affrontement entre les États-Unis et la Chine pour ce monde multipolaire, en particulier pour la première place, parce qu'il y a, même dans un monde multipolaire, il y a toujours un premier sur le podium, ne fait que commencer. Et l'affrontement qu'il y a à l'heure actuelle en Ukraine fait partie de ce tout. Ne croyez pas que ces éléments ne sont pas liés, ils sont évidemment liés. Et comme je l'ai dit, le nouveau monde multipolaire en construction actuellement se fait sous nos yeux, mais il est fait certainement de beaucoup d'instabilité, et en cela, il faut remercier Moscou et Pékin d'agir avec sagesse dans leur confrontation avec les États-Unis. Fabrice Beyor pour cette intervention. Je me retourne à présent vers vous, Luc Michel. Alors, Luc Michel, avec vous, j'aimerais évoquer deux aspects de cette actualité géopolitique. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur l'historique même, l'histoire de Taïwan. Concrètement, l'histoire entre Taïwan et la Chine, et pourquoi ce que certains qualifient d'intrusion des États-Unis dans cette histoire. Mais avant, à la suite des manœuvres militaires dans le cadre donc de ces exercices, la Chine, Luc Michel, a annoncé des mesures de représailles diplomatiques visant notamment les États-Unis, avec notamment la suspension des discussions sur le climat, une décision qui pourrait impacter la lutte globale contre le changement climatique. Alors selon vous, Luc Michel, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ces représailles peuvent impacter le climat? Ça, c'est la première question. Mais avant d'y répondre, est-ce qu'il est possible pour vous de revenir justement sur cette histoire qui concerne la Taïwan, bien sûr étroitement liée avec la Chine? Je vais répondre à vos deux questions. Bonjour tout d'abord. Mais après, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, parce que je ne suis pas d'accord du tout avec les analyses qui ont été faites. La première chose de l'histoire de Taïwan, Taïwan au départ, c'est une colonie portugaise et ensuite une colonie japonaise. Elle est occupée par le Japon jusqu'en 1945. Elle s'appelle à l'époque Formose et pas du tout Taïwan, ce qui est un nom européen. En 1947-48, la guerre civile chinoise qui a été commencée dès le début des années 20 entre communistes et nationalistes est gagnée par les communistes, et les nationalistes de Chiang Kai-shek, qui représentent à ce moment-là officiellement la Chine et qui sont les alliés des États-Unis, mais aussi du Vatican, parce que Madame Chiang Kai-shek est une catholique, eh bien, ils se réfugient dans l'île de Formose et ils établissent un régime distinct de celui de Pékin, un régime nationaliste allié des États-Unis qui va représenter la Chine aux Nations Unies
jusqu'en 1972. En 1972, c'est la visite de Nixon et de Kissinger à Pékin. Et pour avoir l'appui de la Chine de Mao dans la lutte qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique, évidemment, les États-Unis reconnaissent que la Chine communiste représente évidemment la Chine aux Nations Unies. C'est la fin de l'ère internationale de Taïwan, mais pas du soutien américain. Le régime nationaliste du Kuomintang, le parti de Chiang Kai-shek, finit par perdre le pouvoir et le pouvoir à Taïwan échoue à un parti sécessionniste. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ces gens voudraient proclamer un État indépendant de la Chine communiste à Taïwan et ils sont encouragés à la fois par les républicains de Donald Trump, mais aussi par la tendance démocrate de Biden et de Nancy Pelosi. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Il faut noter l'hypocrisie des Américains. Ils prétendent combattre ceux qui s'appellent les sécessionnistes à Donetsk et à Lugansk, évidemment, mais ils soutiennent les sécessionnistes à Taïwan. Nous sommes là au cœur, évidemment, de la géopolitique américaine. Lorsqu'il est élu président, elle va à Taïwan pour appuyer la politique de Joe Biden et la tentative de constitution de cette OTAN du Pacifique. C'est donc une politique tout à fait actuelle. Je ne pense pas non plus que la Maison-Blanche est mal à l'aise avec la démarche de Nancy Pelosi, mais au contraire que Nancy Pelosi appuie la géopolitique de la Maison-Blanche, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nancy Pelosi, c'est une vieille géopolitique anti-chinoise, mais que cette géopolitique a été revitalisée par Joe Biden actuellement. Dernière chose à dire, évidemment, et qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout cela, il y a évidemment une géopolitique américaine qui représente une erreur stratégique majeure. C'est-à-dire que les États-Unis entendent combattre sur deux fronts. Un premier front en Europe centrale et en mer Noire contre la Russie, et un deuxième front en mer de Chine contre la Chine communiste. C'est une erreur fondamentale puisque tous ceux en géopolitique qui ont voulu mener une guerre sur deux fronts ont échoué. L'Allemagne en 1918, l'Allemagne en 1940 et 1945. Et aujourd'hui, évidemment, les États-Unis qui veulent mener une guerre contre la Chine et la Russie et qui vont renforcer l'unité de la Chine et de la Russie, l'axe Pékin-Moscou, évidemment. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Erreur géopolitique fondamentale et stratégique des États-Unis, mais provocation qui correspond évidemment totalement à la géopolitique de l'administration Biden. Merci beaucoup à vous, Luc Michel, pour cette analyse. Alors, on va sous peu passer à notre seconde thématique, mais avant, j'aimerais revenir sur un aspect avec vous, Gamal Abina notamment et Daria Platonova. Alors, est-ce que tout à l'heure, on a dit que cette visite de Nancy Pelosi, du moins lors, pendant les menaces, des différentes menaces et avertissements qui ont été donnés par la Chine craignait justement que cette visite n'enflamme la situation. Est-ce que selon vous, Gamal Abina, il y a d'autres actions qui pourraient être posées par les États-Unis notamment, qui pourraient faire craindre un embrasement de la situation à Taïwan, par exemple? Déjà, pour répondre à ce qui a été dit par Luc Michel, évidemment, si on revient à l'île de Formose, si on revient à toutes les appellations d'îles qui étaient occupées par d'autres colons, on peut effectivement, nous on a fait un raccourci historique, c'était essentiel. J'allais dire simplement, c'est que là où je ne suis pas d'accord avec Luc Michel, c'est qu'il a raison sur un point et en même temps, il faut modérer le propos. Nancy Pelosi, je parle bien d'une vieille politique américaine des années 90. La politique américaine 80-90 qui consistait, à l'époque où c'était encore les démocrates pour parti qui était aux commandes, à vouloir déstabiliser la Chine, Tiananmen étant évidemment l'illustration la plus évidente.
C'est pas la politique de Kissinger de 72 qui était destinée à séparer la Chine d'une alliance avec la Russie. On est dans d'autres logiques. Après 89 et la chute du mur de Berlin, les États-Unis, très offensifs, voulaient faire tomber tous les régimes communistes, où qu'ils soient dans le monde, jusqu'à la Yougoslavie qu'ils ont bombardé en 90. Donc cette politique que je dis ancienne, rance et américaine, très va en guerre, elle démarre en 91 avec la guerre d'Irak, évidemment, de Yougoslavie avant, d'Irak. Et puis ils ont multiplié les opérations militaires jusqu'à récemment la Libye. Donc c'est bien une politique offensive qui consiste à pousser son avantage face à des régimes qui n'existaient plus ou qui étaient très fragilisés, avec l'espoir que la Chine s'effondre en 89 avec Tiananmen. Donc cette politique de Nancy Pelosi, elle n'a jamais perdu de vue. Cette femme, à 80 ans, je l'ai dit, donc il y a 30 ans ou 35 ans, elle avait la cinquantaine, elle était déjà dans ce même logiciel, ce même référentiel, qui est la continuité, effectivement, c'est bien de le rappeler, de la politique de Trump qui est anti-chinois. Mais Trump n'est pas anti-chinois parce qu'il est anti-communiste, ça n'intéresse pas. Ça. Il est anti-chinois parce qu'il est anti-puissance économique chinoise. Parce qu'il disait America First, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'économie américaine en premier. Trump n'est pas un battant en guerre. Il faut quand même rappeler qu'il est quasiment pas intervenu durant ces 4 ans de mandat. Alors aujourd'hui, effectivement, pourquoi est-ce que la Chine prend mal la chose et pourquoi les Américains font une erreur? Et là, je rejoins totalement Luc Michel, géostratégique, c'est qu'ils ouvrent 2 fronts. Alors un front indirect avec l'Ukraine, puisqu'ils alimentent la guerre sans y participer directement, et un front direct en mer de Chine. Et ça, c'est une erreur géostratégique qui coûte à l'administration américaine. Et Nancy Pelosi, c'est bien de le dire aussi, est partie un petit peu toute seule parce que c'est une forte tête. Cette femme, avec son rose bonbon ridicule qui lui a servi de vêtement pour aller se faire l'intéressante là-bas à Taïwan, l'a fait contre une grande partie de son administration parce qu'ils savent très bien qu'une guerre sur le front, et c'est bien de rappeler que les Allemands, par 2 fois, se sont fait littéralement atomiser en ouvrant 2 fronts dans la guerre 14-18, 39-45, eh bien, les guerres sur 2 fronts sont des guerres qui sont quasiment impossibles à gagner et surtout, ils radicalisent les positions de leurs adversaires. Que ce soit la Chine ou la Russie, aujourd'hui, ils marchent comme un seul homme. Rappelons tout de même que Taïwan, c'est un pays qui n'a que 23,5 millions d'habitants, donc c'est une goutte d'eau par rapport à 1,4 milliard d'habitants chinois, que Taïwan, effectivement, c'est vrai que c'était des gens qui étaient plutôt l'aile dure, droite, chrétienne, c'est vrai de le rappeler, parce que, bon, on reviendra sur l'histoire, c'est long, mais très rapidement, Chiang Kai-shek, c'était quand même pas un enfant de cœur, c'était un vrai criminel qui a lutté contre le Japon avec les Chinois, et après, en 49, perd sa bataille contre les communistes qui ne prenaient pas au sérieux, et finit par se réfugier sur l'île de Taïwan. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est effectivement pourquoi Taïwan, et c'est bien effectivement de le rappeler aussi, est défendu par les Américains comme séparatiste, quand on refuse au Donbass de se séparer de l'Ukraine qui manifestement voulait en découdre avec les russophones qui sont en réalité des Russes. Hein. Eh bien, ces questions-là, elles se posent en termes géopolitiques de façon gravissime parce que les Américains multiplient les fautes et les erreurs stratégiques qui ont radicalisé les positions et on est arrivé à un tableau incroyable, et je vais finir mon propos là-dessus, sur une réunion, mais vraiment quand je dis incroyable, quand on pense à ce qu'était la révolution islamique d'Iran et la haine totale que les Iraniens avaient contre les Américains et les Russes à part égale, hein, eh bien, de voir à Téhéran une conférence où on voit des Russes, des Iraniens et des Turcs, donc 3 ennemis vraiment déclarés, se retrouver dans un même lieu pour se mettre d'accord sur un modus vivendi, ça veut dire que le monde est en train de changer de façon extraordinaire. Et c'est en cela que je dis que cette politique de Nancy Pelosi, c'est une politique passéiste, c'est une politique d'une femme qui rêve d'une grandeur américaine qui n'existe plus, on l'a bien compris, et c'est une politique extrêmement dangereuse parce que les Chinois, qui sont des hommes, c'est bien qu'on nous ait rappelé à l'instant, et que notre invité nous ait rappelé que Sun Tzu est un peu la stratégie chinoise. Ils ne réagissent pas comme des animaux. Ce sont des gens qui pensent comme des joueurs d'échecs, comme les Iraniens d'ailleurs. Hein. Ce sont des joueurs d'échecs et les Russes. Et donc, ils placent leurs éléments au fur et à mesure, poussent leur avantage à droite et ralentissent un petit peu à gauche parce qu'ils savent qu'in fine, la victoire leur appartiendra. Quant à la question des semi-conducteurs, donc il faut traduire rapidement ce que sont les semi-conducteurs, c'est les composants électroniques, microélectroniques qui sont la base de toute l'électronique mondiale, que ce soit la défense, la télévision, la téléphonie, si vous voulez. Eh bien, ces fameux composants qui sont très rares aujourd'hui sont produits non seulement par Taïwan, c'est vrai, mais pas seulement. Il y a aussi, on voit bien que la Corée du Sud, je vous dis une bêtise, Singapour le produit, ici la Corée du Sud pour partie. Maintenant, j'attire l'attention du public, si on doit entendre quelque chose d'important, c'est que les États-Unis ont une spécialité, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est un pays qui a toujours divisé les nations en deux pour créer des guerres. Je donne 3 exemples. La Corée du Nord, depuis 1953, depuis la défaite, est en guerre avec la Corée du Sud, en guerre froide, et c'est 2 pays qui ont été séparés. Le Soudan récemment, Nord-Sud. Le Yémen à l'époque, ils sont revenus ensemble. On voit les conditions aujourd'hui. C'était le Yémen du Nord et le Yémen du Sud. À chaque fois que les Américains interviennent quelque part, ils séparent des peuples frères
des pays, ils en font deux entités distinctes. Et on voit bien qu'avec la Chine et Taïwan, évidemment, l'intention américaine, puisque c'est un des Chinois qui sont à Taïwan, c'est de séparer, je ne veux même pas revenir sur Formose, mais au moins Taïwan, de séparer des peuples qui étaient, je rappelle tout de même, frères. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment va s'arrêter cette logique de division et de destruction que les États-Unis ont toujours menée dans le monde. C'est une question qui est à poser aujourd'hui et j'espère que la réponse sera évidemment pas trop guerrière, mais plutôt stratège. Merci beaucoup à vous, Gamal Abina, pour cette autre analyse. Très rapidement, je sors avec vous, Daria Platunova. Alors, certains analystes voient dans ces événements concernant Taïwan des convergences entre le conflit actuel, si on peut l'appeler ainsi déjà, entre les États-Unis et la Chine. La convergence, disais-je tantôt, avec les événements de l'Ukraine. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je suis sûre, parce que quand on regarde les médias chinois, il y a vraiment le parallèle entre ces deux événements, parce qu'historiquement, Taïwan, c'est le parti de la Chine, comme Luc Michel nous a expliqué un petit peu l'histoire, après les années 1949-48. Donc, il y a vraiment beaucoup de traits similaires, et surtout, c'est que l'indépendance de Taïwan est soutenue par les forces américaines, par le régime libéral américain, et donc pareil avec l'Ukraine. L'Ukraine, par exemple, était soutenue pendant 8 ans par le régime américain, et les représentants de l'administration mettaient la technique militaire comme un soutien pour cette région pour faire la provocation contre la Russie. Donc, c'est absolument que c'est les événements très similaires. Mais ce qu'on peut voir aussi et constater que toutes les fronts, même en Ukraine et même en Taïwan, c'est un écran de la fumée pour couvrir la crise de libéralisme et la crise de la domination d'idéologie du libéralisme dans le monde. Donc, ce que nous voyons, c'est que les États-Unis sont très actifs à Taïwan, en Ukraine. Nous pouvons voir aussi qu'en Afrique, ils commencent d'être plus actifs. Nous pouvons voir aussi le front qui est ouvert en Europe, c'est le front de Kosovo, qui il y a quelques jours, il y a une semaine, la Serbie et le Kosovo étaient presque au début de conflit. Donc, et les responsables américains pour couvrir l'échec, l'échec intérieur, politique, économique, migratoire, la crise qui est vraiment maintenant très fort et très grave aux États-Unis, ils ouvrent les nouveaux fronts. Et donc, c'est pas déjà une ouverture de nouveaux fronts. Pour l'instant, c'est le front qui seulement existe sur les mots. Dans les mots, aussi avec la provocation terroriste et tous, mais personne ne sait pas dans laquelle phase ça va reconstruire. Et j'espère que ça ne va pas reconstruire dans la guerre comme c'est en Taïwan et la Chine, en Ukraine, mais aussi les États-Unis ont le but de faire la déstabilisation de tous les continents pour avoir plus de contrôle. Donc, dans quelque sorte, ça peut être décrit comme la stratégie de gouverner le chaos. Gouverner le chaos, c'est-à-dire que installer le chaos aux régions et puis essayer de gouverner ce chaos. Il y avait un politologue, Lucien Serres, qui a bien décrit cette conception, et je crois que vraiment maintenant, cette ouverture de nouveaux fronts, Taïwan, Ukraine, Kosovo et Afrique aussi possible, c'est aussi l'Amérique latine, qui aussi est déstabilisée non-stop par les pouvoirs américains. Ce que Bolton a dit quand il a donné un entretien presse américaine. Et donc, il faut être absolument très attentif. Pour moi, je crois que maintenant, la nouvelle combat, elle va vraiment être jouée sur le continent africain. Et là, il faut absolument faire une analyse très profonde. Afrique Média, le monde, c'est nous.